Je me rappelle les matins où je courais vers la fenêtre en espérant voir une voiture familière se garer devant la maison, les soirées où je m'asseyais sur les marches de l'escalier en attendant un pas lourd qui ne résonnait jamais, les nuits où je m'endormais en essayant d'imaginer son visage, ses cheveux, la manière dont il aurait pu prononcer mon prénom. Tout cela fabriquait une sorte de mythe autour de lui, une figure instable, façonnée par l'espérance et la déception, et parfois par une colère silencieuse que je ne savais pas formuler. J'étais trop jeune pour comprendre que certaines absences ne sont pas des choix simples, mais des cicatrices accumulées dans d'autres vies, d'autres blessures, d'autres histoires qui n'ont jamais été racontées. Je grandissais donc dans ce mélange étrange d'amour maternel et de manque paternel, avançant à travers l'enfance avec la sensation permanente qu'il me manquait une pièce essentielle. À l'école, je prétendais que tout allait bien, et j'apprenais à rire avec les autres pour ne pas laisser paraître la douleur qui me collait à la peau. Je devenais un maître dans l'art de cacher mes émotions, un enfant qui savait sourire tout en se demandant en secret pourquoi son père n'avait jamais trouvé de raison de rester. Je regardais les autres familles, j'enviais les gestes simples, les pères qui venaient chercher leurs enfants après les cours, les bras qui se tendaient naturellement, sans effort, sans peur. Et chaque fois que je voyais ces scènes, je ressentais un mélange de honte et de tristesse, comme si j'étais responsable de son absence, comme si quelque chose en moi n'avait pas été suffisant pour le retenir. Les années passèrent ainsi, une à une, sans qu'aucune lettre, aucun appel, aucune explication ne vienne justifier sa disparition. Ma mère restait le pilier de ma vie, mais même elle ne pouvait combler ce néant intérieur. Elle évitait les conversations sur mon père, et cette absence de récit me donnait l'impression que mon histoire commençait déjà avec une page déchirée. À l'adolescence, je ressentis un besoin presque viscéral de comprendre, d'explorer les raisons de ce départ. Mais chaque fois que j'essayais d'en parler, ma mère se refermait comme une porte claquée par le vent. Je me sentais alors piégé entre le désir de vérité et la peur de blesser la seule personne qui était restée. Je me souviens d'une période particulièrement difficile, où je ressentais une sorte de fracture intérieure que je ne pouvais plus ignorer. Je devenais plus solitaire. Je consacrais mes journées à l'écriture, aux promenades longues et silencieuses où je cherchais des réponses dans les paysages, comme si la nature elle-même pouvait m'offrir un sens que mon histoire familiale refusait de me donner. Je commençais à comprendre que l'abandon laisse des traces invisibles, qu'il modèle nos peurs, nos comportements, notre manière de percevoir le monde. Je me méfiais des liens, j'avais peur de m'attacher, de peur qu'on m'arrache encore quelque chose. Je construisais autour de moi des murs invisibles, pensant me protéger, quand en réalité je m'enfermais sans m'en rendre compte. Un jour, je me surpris à me demander si je voulais réellement retrouver mon père ou si je voulais seulement combler le vide qu'il avait laissé. Cette distinction me troubla profondément, car elle révélait la complexité de mes propres émotions. Peut-être que ma quête n'était pas tant tournée vers lui que vers une partie de moi-même que je croyais perdue. Peut-être que j'espérais qu'en le retrouvant, je retrouverais aussi une explication, une justification, quelque chose qui réorganiserait enfin les morceaux épars de mon identité. Mais je ne savais pas encore que certaines réponses arrivent seulement quand on est prêt à les entendre. Ce fut vers mes 20 ans que quelque chose commença à changer. Je n'avais plus pensé à mon père de manière obsessionnelle depuis quelque temps, et ma vie prenait une forme nouvelle. J'étudiais, je travaillais, j'essayais de me construire malgré les fondations instables de mon passé. Mais un soir, en triant de vieux cartons dans le grenier, je tombai sur une petite boîte en bois que je n'avais jamais vue auparavant. Elle appartenait à ma mère, cela ne faisait aucun doute, mais son contenu m'était étranger. En l'ouvrant, je découvris des photos anciennes, des papiers jaunis, et au milieu de tout cela, une enveloppe portant mon prénom. L'écriture était celle d'un homme. Je la reconnus instinctivement, sans même savoir comment. C'était comme si quelque chose en moi l'avait toujours attendu. Je sentis mon cœur battre si fort que j'eus peur qu'il m'échappe. L'enveloppe était scellée, intacte, comme si elle avait patienté toutes ces années pour ce moment précis. Je ne savais pas si je devais l'ouvrir ou si je devais la laisser là où elle était. Mais quelque chose en moi, peut-être la part la plus fragile de mon âme, me priait de découvrir ce qu'elle contenait. Mes mains tremblaient, mes pensées se bousculaient, et pendant quelques minutes, je restais immobile, incapable d'avancer ou de reculer. Je sentais que ce geste pourrait tout changer, mais je ne savais pas encore dans quel sens. Lorsque j'ouvris enfin l'enveloppe, je découvris plusieurs pages soigneusement pliées, écrites d'une écriture hésitante mais profonde. Ce n'était pas seulement une lettre. C'était un aveu, une confession,
un morceau de vie qui m'avait été caché pendant trop longtemps. Je compris alors que mon père avait hanté de me parler, qu'il avait essayé de revenir d'une manière ou d'une autre. Et ce que je lus ce soir-là bouleversa tout ce que je croyais savoir sur mon passé, mon père et moi-même. Ce que je découvris allait transformer ma vision de l'abandon, du pardon, et de l'amour que je croyais perdu à jamais. Et c'est à partir de ce moment précis que commence réellement l'histoire de ma recherche, de mes découvertes, et de ce que mon père avait laissé derrière lui, une vérité que je n'aurais jamais pu imaginer, une révélation capable de remodeler tout ce que j'étais devenu, et qui m'entraînerait dans un voyage que je n'avais jamais anticipé. Lorsque j'ai fini de lire la première page de cette lettre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais vraiment connu auparavant, un mélange presque contradictoire de soulagement et de douleur, comme si les mots, en pénétrant enfin dans ma vie, entraient aussi en collision avec toutes les anciennes blessures qui n'avaient jamais eu l'occasion de guérir. C'était étrange de voir mon père, cet homme qui n'avait été pendant tant d'années qu'une absence, devenir soudain quelqu'un de tangible, de réel, quelqu'un qui avait laissé des traces écrites de son propre désespoir, de ses regrets, de ses peurs. J'avais toujours imaginé son silence comme un choix simple, celui de ne pas s'occuper de moi. Mais en lisant ces phrases, je sentais qu'il y avait une vérité bien plus complexe derrière son départ, une vérité dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Je continuais à lire, absorbé par chaque détail, par chaque mot qui semblait vouloir me tendre la main à travers le temps. Il me parlait de sa jeunesse, de ses erreurs, de ses luttes contre une vie qu'il avait souvent dépassée. Il évoquait une période de souffrance intérieure qu'il n'avait jamais su nommer, une fragilité qu'il avait toujours cachée derrière une façade de force maladroite. Il racontait comment il avait cru, à tort, que sa présence dans ma vie ferait plus de mal que de bien, parce qu'il se sentait incapable d'être un père, incapable de tenir le rôle que la société, ma mère, et même moi inconsciemment attendions de lui. Il parlait d'une peur constante de reproduire les schémas destructeurs de sa propre famille, comme s'il avait été prisonnier d'un héritage émotionnel qu'il n'avait jamais pu déconstruire. Je me souviens très clairement du moment où j'ai compris que son départ n'avait pas été un acte d'indifférence, mais au contraire un acte désespéré, teinté d'une croyance profondément erronée qu'en disparaissant il me protégerait de lui-même. Cette révélation bouleversa ma vision entière de mon histoire. Je réalisais soudain que les enfants perçoivent les événements de manière brutale et simplifiée, et que, parfois, la vérité se cache dans des nuances que l'enfance n'est pas capable de saisir. J'avais passé tant d'années à me sentir rejeté, à interpréter son absence comme la preuve de mon manque de valeur, que découvrir que son départ était lié à ses propres blessures créait en moi un vertige émotionnel difficile à décrire. En avançant dans les pages, je découvris également qu'il avait hanté de revenir à plusieurs reprises, mais que la vie, les circonstances, et parfois la peur l'avaient empêché de le faire. Il mentionnait des moments où il était venu près de la maison sans jamais oser frapper à la porte, des nuits où il avait écrit des lettres sans jamais les envoyer, et cette lettre-là, la seule qui avait survécu au chaos de sa vie, avait été enfermée dans la boîte que j'avais trouvée. Je me demandais alors comment elle avait atterri là, et pourquoi ma mère l'avait conservée. Était-elle au courant des autres tentatives de mon père? Avait-elle voulu me protéger de ses hésitations ou avait-elle simplement eu peur que son retour tardif déstabilise l'équilibre fragile qu'elle avait mis tant d'efforts à construire pour nous deux? Je ressentais un mélange de gratitude et de trouble en pensant à elle, et aussi un certain malaise en réalisant que, malgré notre proximité, il existait une partie entière de mon histoire qu'elle avait choisi de me cacher pour des raisons que je ne pouvais pas encore comprendre. Peut-être avait-elle cru que la vérité m'aurait davantage blessé. Peut-être avait-elle cru que l'absence totale était plus facile à porter qu'une présence incertaine, douloureuse ou inconstante. Mais en lisant cette lettre, je sentais que je ne pouvais plus continuer à vivre dans cette incompréhension. Je devais savoir. Je devais comprendre pourquoi elle avait gardé ce secret et quelle place mon père avait réellement occupée dans sa propre vie. La suite de la lettre m'entraîna plus profondément encore dans des révélations que je n'attendais pas. Mon père expliquait qu'avant de partir, il avait découvert quelque chose qu'il n'avait pas suggéré, un événement qui avait bouleversé sa perception de lui-même et de son rôle dans notre famille. Il parlait d'une maladie qu'il avait commencé à ressentir, de symptômes qu'il avait ignorés par peur, par fierté, par cette incapacité à se montrer vulnérable que tant d'hommes portent comme un masque étouffant. Il avouait s'être éloigné pour ne pas imposer à ma mère et à moi la charge d'un homme malade, persuadé qu'il ferait plus de mal que de bien en restant. Ce fut un choc. Je sentis ma gorge se serrer en imaginant ce qu'il avait vécu seul, ses angoisses, ses douleurs,
ses doutes, et je ressentis pour la première fois une compassion véritable pour cet homme dont j'avais si longtemps haï l'absence. Je passai un long moment à relire certains passages, comme si j'avais besoin de les imprimer dans ma mémoire. Je ressentais une tension étrange entre le passé et le présent, comme si toute ma vie avait été construite sur des bases fragiles et que je devais maintenant réapprendre à interpréter chaque souvenir sous une lumière nouvelle. Je compris soudain la portée immense de cette lettre. Elle n'était pas qu'un aveu tardif, elle était une clé, une ouverture vers une vérité qui avait été enfouie depuis trop longtemps. Et plus je lisais, plus je sentais monter en moi un besoin irrépressible de savoir ce qui était advenu de mon père après avoir écrit ces lignes. Était-il encore vivant? Avait-il tenté une dernière fois de revenir? Avait-il attendu en silence que quelqu'un le cherche? Une phrase, vers la fin de la lettre, attira particulièrement mon attention. Il disait qu'il avait laissé une trace de lui quelque part, un endroit qui, selon ses mots, aurait un jour besoin d'être retrouvé. Il parlait d'un lieu, d'un objet, ou peut-être d'une personne. Les mots étaient volontairement vagues, comme s'il voulait me pousser à entreprendre un voyage que lui-même n'avait jamais eu la force de commencer. Je sentis alors en moi une détermination nouvelle, quelque chose qui ressemblait à un appel. J'avais passé toute ma vie à chercher inconsciemment les raisons de son absence, mais désormais j'avais un véritable point de départ, une énigme à résoudre, un fil à tirer. Après avoir terminé la lettre, je restai assis un long moment, dans le silence poussiéreux du grenier. Le monde semblait avoir changé autour de moi, comme si les murs, les objets, l'air même de la pièce étaient imprégnés de cette révélation nouvelle. Je ressentais comme une forme d'élan difficile à décrire, une envie de marcher vers le passé pour comprendre le présent. Je compris que je ne pouvais plus me contenter de rester avec cette lettre en main. Je devais agir. Je devais découvrir ce que mon père avait laissé derrière lui, comprendre ce qu'il avait brisé, savoir s'il avait survécu à la maladie qui l'avait poussé à s'enfuir. Et peut-être, au-delà de tout cela, je devais me retrouver moi-même, dans ce voyage que je n'avais jamais envisagé entreprendre. Je redescendis du grenier avec la lettre serrée contre moi, comme si elle était fragile, sacrée, essentielle. Je savais que le chemin serait long, douloureux parfois, mais je sentais aussi qu'il était nécessaire. C'est ainsi que commença la seconde partie de ma quête, une quête faite d'indices, de souvenirs, de découvertes parfois inespérées, et surtout d'un besoin profond de vérité. Je ne savais pas encore que ce voyage me mènerait bien plus loin que je ne l'imaginais, jusqu'à des révélations capables de bouleverser non seulement mon passé, mais aussi mon avenir. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, la lettre encore posée sur la table de ma chambre me semblait différente, presque vivante, comme si elle attendait que je prenne enfin la décision de suivre le chemin qu'elle avait ouvert devant moi. Je sentais que quelque chose venait de basculer dans ma vie, quelque chose de profond, qui n'avait rien de spectaculaire mais qui réorganisait lentement toutes les pièces invisibles de mon existence. Je compris que je ne pouvais plus continuer à vivre avec ce mélange de rancœur, de douleur et de curiosité non résolue. Je devais poursuivre ce fil, aussi fragile soit-il, et découvrir ce que mon père avait voulu me transmettre. J'avais passé tant d'années à tenter d'oublier, puis à tenter de comprendre, que maintenant, l'idée de chercher la vérité me donnait une étrange impression de légèreté, comme si je posais enfin un poids que je portais depuis toujours. La journée se déroula dans une sorte de semi-conscience. Chaque geste que je faisais semblait guidé par une force que je ne parvenais pas à définir. Je pris la lettre, je la relus encore plusieurs fois, espérant capter le moindre détail, le moindre mot qui pourrait m'aider à avancer. Je savais que la première étape consistait à parler à ma mère. C'était aussi la plus difficile. J'appréhendais cette confrontation intérieure, non par peur de sa réaction, mais parce que je savais que cela signifierait revisiter un passé qu'elle avait toujours tenté de laisser derrière elle. Pourtant, je sentais que je n'avais plus le choix. La vérité m'appelait, et je ne pouvais pas ignorer cet appel. Lorsque je me suis assis face à elle ce soir-là, je ressentis une émotion étrange, presque enfantine, comme si j'étais redevenu ce petit garçon qui attendait désespérément des réponses. Je ne voulais pas qu'elle se sente jugée ou accusée. Je voulais simplement comprendre, enfin comprendre. Je lui montrai la lettre, et je vis son visage se figer, puis s'adoucir, comme si des souvenirs oubliés revenaient brutalement à la surface. Elle prit le papier entre ses mains et le regarda longuement, sans dire un mot. Ses yeux se remplirent d'une tristesse patiente, une tristesse ancienne, la même que j'avais souvent devinée sans jamais parvenir à l'expliquer.
Elle me raconta alors ce qu'elle avait eu pendant toutes ces années, non pas par volonté de mentir, mais parce qu'elle avait cru, peut-être à tort, que le silence serait plus protecteur qu'une vérité douloureuse. Elle m'expliqua que mon père était revenu un jour, plusieurs années après son départ, affaibli, malade, portant en lui un mélange de fatigue et de regret. Elle me dit qu'il avait demandé à me voir, qu'il avait voulu me parler, mais qu'elle n'avait pas su si c'était une bonne chose pour moi. Elle avait eu peur que son retour ne soit qu'un passage éphémère, une nouvelle blessure, un élan qui s'éteindrait encore une fois. Elle me dit qu'il était resté plusieurs heures assis dans la voiture devant la maison, incapable de franchir le pas, terrifié par l'idée que je ne veuille pas de lui, que je le rejette comme il s'était rejeté lui-même durant toutes ces années. Puis il était parti de nouveau, laissant derrière lui cette lettre comme ultime tentative, comme un pont fragile vers un futur incertain. En entendant tout cela, je ressentis une émotion mêlée de soulagement et de tristesse. Je comprenais mieux la complexité de cette histoire familiale, les hésitations, les peurs, les maladresses. Je voyais ma mère, non pas comme la gardienne d'un secret, mais comme une femme qui avait essayé de faire au mieux avec les moyens qu'elle avait, avec ses propres blessures, avec son propre amour pour moi. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Je réalisais que chacun de nous avait souffert différemment du même manque, chacun avait porté seul un morceau du silence. Après cette conversation, quelque chose changea en moi. Je sentais que je n'étais plus ce jeune homme en quête de réponses impossibles. Je devenais un adulte capable d'affronter ce passé sans me perdre dedans. Pourtant, une question demeurait, que restait-il de mon père? Était-il encore en vie? Avait-il laissé d'autres traces? Avait-il tenté, quelque part dans son existence brisée, de reconstruire quelque chose? Je passais les jours suivants plongé dans des recherches que je n'avais jamais imaginé entreprendre. Je fouillais des archives administratives, des registres de santé, des traces minuscules que laisse un être humain sur son passage. Je n'avais aucun nom de famille à changer, aucun mystère surnominal à résoudre, mais malgré cela, il fut difficile de retrouver la piste d'un homme qui avait passé sa vie à fuir, à disparaître, à effacer ses propres traces. Pourtant, petit à petit, des indices émergèrent. Je découvris qu'il avait été hospitalisé à plusieurs reprises dans des cliniques spécialisées, qu'il avait vécu quelque temps dans une petite ville isolée, qu'il avait parfois travaillé comme ouvrier saisonnier pour survivre. Rien n'était clair, rien n'était stable, mais je voyais apparaître un portrait de lui que je n'avais jamais eu auparavant, celui d'un homme brisé, en lutte constante contre lui-même et contre un monde qu'il ne parvenait pas à affronter. Un jour, alors que je pensais être arrivé au bout de ce que mes recherches pouvaient offrir, je tombai sur une indication qui mentionnait un foyer de soins palliatifs dans une région lointaine. Le nom de mon père y figurait, mais sans précision sur son décès. Un frisson étrange me traversa. Peut-être qu'il était encore en vie. Peut-être que je pouvais enfin le voir, lui parler, comprendre par moi-même ce qui l'avait poussé à s'éteindre loin de ceux qu'il aimait. Je pris la décision de partir, sans hésiter, animé par une force nouvelle, par un besoin presque vital de fermer ce cercle qui était resté ouvert trop longtemps. Le voyage fut long, silencieux, presque méditatif. Je traversai des paysages que je n'avais jamais vus, je marchai dans des rues inconnues, je me retrouvai face à des lieux qui n'avaient rien de familier pour moi, mais qui, d'une certaine façon, me rapprochaient de lui. Lorsque j'arrivai au foyer, une sensation étrange me submergea, une sorte de calme mêlé à une profonde angoisse. Je pris une longue inspiration et je franchis la porte. À l'intérieur, l'air avait une odeur douce, presque apaisante, un mélange de médicaments et de plantes fraîches. Une infirmière m'accueillit, et je sentis son regard se poser sur moi avec une certaine compassion. Je lui donnai le nom de mon père et attendis. Le temps sembla se dilater, comme s'il attendait lui aussi une sorte de résolution. Finalement, elle me dit qu'il n'était plus là. Une partie de moi s'effondra, mais avant que je ne puisse m'égarer dans ce chagrin silencieux, elle ajouta qu'un dossier restait, une boîte contenant ses affaires personnelles, et qu'il avait insisté pour qu'elle soit remise à quelqu'un de sa famille s'il en venait un jour. Je restai immobile un long moment avant d'ouvrir cette boîte. À l'intérieur, je trouvai des objets simples, un vieux portefeuille usé, une photographie de moi enfant, une montre arrêtée, un carnet rempli de notes et de réflexions sur sa vie, son passé, ses regrets. Et au fond, une enveloppe portant mon prénom. Une seconde lettre. Elle était différente de la première, plus courte, plus fragile, presque tremblante. Elle ne contenait pas d'aveu, pas de réponse précise,
mais une sincérité brute. Il me parlait de son amour pour moi, un amour maladroit, silencieux, mais sincère. Il me disait qu'il avait passé sa vie à regretter son absence, qu'il avait hanté de revenir mais qu'il avait toujours été stoppé par la peur de me faire du mal. Il me racontait aussi qu'il était fier de moi, même sans m'avoir vu grandir, qu'il avait gardé cette photo comme une lumière dans sa vie sombre. Et il ajoutait qu'il espérait que je pourrais un jour comprendre, non pas pour lui pardonner, mais pour me libérer du poids de son départ. Je refermai la boîte en sentant une vague de douceur étrange envahir mon cœur. Je réalisai que je ne trouverais jamais toutes les réponses, que certaines zones d'ombre resteraient à jamais, mais que ce que j'avais découvert suffisait à apaiser une part essentielle de moi. Je compris que le pardon n'était pas un acte dirigé vers lui, mais un geste envers moi-même, une manière de me libérer de la prison émotionnelle dans laquelle j'avais vécu si longtemps. Je repartis du foyer avec la boîte serrée contre moi, et pour la première fois, je sentis que je marchais sans le poids du passé tiré sur mes épaules. Les semaines qui suivirent furent remplies d'une forme de reconstruction intérieure. Je regardais ma mère avec un regard nouveau, je valorisais les efforts qu'elle avait faits pour me protéger, même si cela avait parfois impliqué le silence. Je me regardais aussi avec plus de compassion, en comprenant que ce vide que j'avais porté n'était pas une faute, mais une blessure héritée. Et petit à petit, je sentis ce vide se transformer, non pas en oubli, mais en un espace de compréhension, de maturité, de paix. Ce fut ainsi que se termina réellement mon histoire avec mon père, non pas par une rencontre spectaculaire, non pas par un pardon déclaré, mais par une compréhension silencieuse, un apaisement intérieur, une réconciliation avec moi-même. Je compris que certaines histoires ne se terminent pas par des retrouvailles, mais par une transformation intime. Et que parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas dans les mots dits, mais dans ceux laissés derrière, comme des traces discrètes dans la poussière du temps.